Bonjour, bienvenue dans cette formation sur le lagunage naturel, appliqué dans le traitement des eaux usées urbaines. Je suis Patrice Dupuis, consultant formateur, certifié Calliope. Je suis aussi professeur. J'interviens pour différents profils d'étudiants et d'apprentis, notamment des BUT, des bachelors en microbiologie de l'environnement à l'UT de La Roche-sur-Yon, mais aussi des BTS métiers de l'eau et des BTS Gémeaux, en apprentissage, donc dans la conduite de stations d'épuration, la production d'eau potable, mais aussi évidemment le génie des procédés. J'interviens aussi pour des élèves ingénieurs à l'École nationale supérieure d'art et métiers à Angers pour des infrastructures hydrauliques. Cette formation a été conçue pour vous aider à comprendre le fonctionnement, l'exploitation et l'optimisation des lagunages naturels. Comment s'organise cette formation? Alors tout d'abord, cette formation concerne bien l'exploitation de lagunage naturel pour traiter des eaux usées urbaines. Alors, bien que je traite aussi, mais pas dans le détail, les autres types de lagunage. J'aborde par exemple les lagunages mixtes ou les lagunages anaérobies ou encore les lagunages à macrophytes qui sont très peu répandus sur le territoire métropolitain de France, mais que vous pouvez aussi rencontrer dans beaucoup d'autres territoires du monde. J'aborde aussi un petit peu les eaux usées industrielles ou agroalimentaires dans ce lagunage, mais ce n'est pas le cœur de cette formation. Par contre, je traite dans le détail la conception du lagunage. Quelles sont les erreurs surtout à ne pas commettre ou comment on peut y remédier. Quelles sont les règles à peu près de dimensionnement en termes de surface, de répartition des surfaces, des profondeurs, des proximités de haies, quels sont les pré-traitements recommandés. Tout ça dans le détail avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de schémas et de photos. Je traite dans le détail aussi les principales anomalies qui frappent les lagunages naturels. Les dysfonctionnements comme le virage anaérobie par exemple, la remontée de boue, le retrait des berges, etc., etc. Dans le troisième volet, je traite des moyens d'optimiser un lagunage, comment on peut affiner son rejet, comment on peut réduire sa charge en entrée par exemple. Bon, ce n'est pas une formation, en revanche, qui traite des techniques d'analyse d'eau et d'autosurveillance dans le détail. Elle ne traite pas non plus la conception dans le détail des ouvrages, par exemple, de pré-traitement. Deuxième point, alors pourquoi une formation sur le lagunage? Un lagunage naturel, c'est une technologie qui est très ancienne, maîtrisée d'abord par les Romains. Donc vous avez 2000 ans qu'on a des lagunages. Elle est très bien adaptée au traitement des eaux usées, plutôt en milieu rural, parce qu'elle prend de la place, cette technologie-là. Elle ne coûte pas cher à construire, elle fonctionne un peu toute seule, voilà, si on ça a été bien dimensionné. Donc ça a été très répandu, même si le nombre de lagunages décroît globalement dans les pays développés, y compris en France. En France, c'est encore quand même 20% des stations d'épuration. Donc ça concerne quand même beaucoup, beaucoup d'abonnés, beaucoup de collectivités qui ont des lagunages à exploiter. Et ces lagunages, ils souffrent très souvent de dysfonctionnement. Et on va voir dans cette formation qu'on peut aisément fiabiliser le système, donc protéger aussi le milieu récepteur, parce que c'est aussi l'objet de cette formation, et qu'on peut aussi aller plus loin en les optimisant, ces lagunages. Notamment dans le cas où on veut prolonger leur durée de vie, où on a un milieu qui a une sensibilité particulière en aval. Cette formation, elle s'organise en un parcours de 3 leçons, donc que vous suivez dans l'ordre. Elles sont sanctionnées chacune par un petit quiz d'évaluation. Vous allez voir le programme en page suivante. En termes de prérequis matériels, évidemment, il vaudrait mieux la suivre sur un ordinateur avec un écran comme un peu plus grand que sur un téléphone. Je trouve que c'est plus adapté parce qu'il y a beaucoup de schémas et de graphiques dans cette formation. Essayez aussi de privilégier une connexion filaire en termes de débit parce que c'est une vidéo qui défile que vous pouvez évidemment mettre en pause, reprendre, reculer, etc. Donc il faut quand même pouvoir suivre une vidéo en ligne. Alors cette formation, vous la suivez dans quelles conditions? Alors déjà, trouvez-vous un endroit calme, évidemment, pour travailler, c'est idéal, pour rester concentré. Quand faire cette formation? Alors, tout l'intérêt du e-learning, c'est que vous la faites vraiment à votre rythme. Vous pouvez enchaîner toutes les leçons et les quiz en une seule fois. À ce moment-là, globalement, l'enchaînement dure à peu près 4 heures. Mais l'intérêt du e-learning, c'est plutôt de revenir en arrière, faire des pauses, noter les questions que l'on a, les doutes. C'est vraiment tout l'intérêt. Vous la suivez selon votre motivation, votre concentration, ou tout simplement selon votre disponibilité. Alors, à qui s'adresse cette formation? Alors, plutôt aux exploitants des systèmes d'assainissement, évidemment, quels qu'ils soient, en station d'épuration, que ce soit dans des compagnies fermières, mais aussi, bien entendu, dans les collectivités locales, mais aussi des administrations de tutelle, des entreprises agroalimentaires qui ont des lagunages. Là, il n'y a pas de souci. J'ai déjà formé des gens dans des SATES, notamment, avec cette formation-là, dans des collectivités aussi, et j'ai aussi formé dans des industries.
En termes de prérequis, il faudrait un minimum un bac scientifique ou quelqu'un d'expérimenté dans le domaine des lagunages. Bon, dans l'idéal, pour suivre ce genre de formation-là, il faudrait un niveau bac plus 2, par exemple, ou évidemment, ou plus, hein, en gestion, traitement de l'eau, ou avoir un socle de connaissances en traitement de l'eau. Hein, je recommande quand même voilà, le niveau baccalauréat. Donc on va regarder dans le détail maintenant le programme. Voici le programme de la formation sur l'agunage naturel. Donc, vous pouvez le constater, elle s'organise en 3 volets, en 3 parties. La première partie dure à peu près 1h45. Encore une fois, si vous la suivez d'une seule traite. La deuxième partie, 1h30. La troisième partie, 30 minutes. Vous avez à chaque fois les objectifs qui vous sont rappelés. Donc la première partie, c'est vraiment le cœur du savoir, c'est comment fonctionne un lagunage. Donc il fonctionne bien sur le principe de l'auto-épuration naturelle, hein, ce sont les bactéries qui épurent et les microalgues qui aèrent. Il faut trouver un équilibre entre ces deux grandes parties des composantes d'écosystème. C'est là que j'aborde aussi un petit peu ce type de lagunage. Dans le détail, les paramètres de fonctionnement, notamment la charge organique, par exemple sur le premier bassin, les temps de séjour, les températures, les teneurs en toxicité, voilà, les différentes composantes vraiment liées au dimensionnement. Ensuite, en termes de conception, les règles d'implantation, où on situe un lagunage, à proximité d'une haie ou pas, quels sont les pré-traitements recommandés, un minimum un dégrillage par exemple, hein, et un bâtard d'eau pour retenir les graisses, comment se fait l'étanchéité d'un lagunage, en sol naturel ou en géomembrane notamment, comment se répartissent les surfaces, hein, dans les bassins, quelle géométrie il faudrait privilégier, par exemple les ratios longueur-largeur, les profondeurs, les zones surcreusées. Hein, voilà, tout ceci est abordé dans le détail et illustré. Ensuite, les normes de rejet et performance. Alors, quelles sont les valeurs réglementaires donc, que l'État a édictées, hein, pour un lagunage. Et puis ensuite, dans le détail, comment se comportent les matières en suspension et les matières organiques, donc comment vont être abattues les différentes pollutions. Donc là, vous faites toutes les pollutions, hein, donc MES et matières organiques, mais aussi comment se comportent les formes azotées, les formes phosphorées, comment un lagunage est-il aussi performant sur la microbiologie, hein, comment il arrive à abattre des bactéries, des virus notamment, et puis comment se comporte la micropollution, les résidus médicamenteux, les résidus de pesticides, les métabolites, les métaux. Voilà, ça on l'aborde dans cette dernière partie du premier volet de formation. Ensuite, le deuxième volet, c'est comment on exploite un lagunage, quelles sont les tâches à effectuer tout au long de l'année, puis des tâches qui sont un peu moins fréquentes, comme le curage des boues par exemple, qui n'a lieu qu'après un certain nombre d'années, de façon récurrente, surtout sur le premier bassin. Je traite des dysfonctionnements dans le détail. Donc vous avez une fiche partie des dysfonctionnements, donc j'en traite 8. Ce sont vraiment les plus communs. J'en ai même mis quand même qui étaient un peu plus rares, comme le choc toxique ou le retrait des berges. Donc à chaque fois, vous avez comment on les identifie, quelles sont les causes, hein, qui expliquent ce dysfonctionnement, et quelles sont les choses à faire pour l'enrayer et pour le prévenir, bien entendu. Enfin, la dernière partie, c'est l'optimisation du lagunage. Petite partie. Donc d'abord, définir quelle stratégie vous voulez. Est-ce que vous voulez réduire la charge en entrée? C'est un lagunage qui est vraiment au taquet en termes de charge organique, ou au contraire simplement affiner son rejet parce qu'il y a une zone sensible derrière ou à une criticité particulière. Donc là, je vous propose soit de travailler sur l'augmentation de la capacité en amont, soit affiner le rejet par infiltration tertiaire. Et là, il y a plusieurs technologies qui existent. J'ai synthétisé surtout les technologies qui étaient recommandées par les PNAC depuis 2015, qui étaient éprouvées, hein, depuis mon expérience personnelle évidemment. Ce qui m'a permis aussi d'isoler des solutions qui sont peu recommandées. Ce n'est pas qu'elles sont proscrites, bien entendu, c'est juste qu'elles sont moins efficaces, ou alors leur coût est assez élevé par rapport aux bénéfices qu'elles engendrent, ou encore elles engendrent des effets secondaires qui ne sont pas franchement intéressants dans un lagunage. Donc voilà dans le contenu. Donc à chaque fois, il y a bien un petit quiz qui sanctionne chaque partie, et vous faites la formation dans cet ordre-là. Vous ne pouvez pas faire la partie 3 avant la partie 2, ce n'est pas possible dans le déroulé de la formation. Il ne reste plus qu'à vous montrer un extrait de 2 diapositives avec ma voix qui commente ces diapositives pour vous donner un petit peu envie de voir cette formation-là. J'espère que cette vidéo vous plaît, qu'elle vous donne envie de suivre cette formation, et je vous souhaite une bonne continuation et un bon courage pour suivre cette formation. Nous pouvons désormais parler dimensionnement. Commençons par la répartition des surfaces. Alors, la répartition des surfaces, le schéma le plus classique, c'est 50% de la surface pour les bassins, puis 25% pour les deux suivants, puisqu'on a des systèmes les plus courants avec 3 bassins. Plus de bassins, ça sert quasiment à rien, voire même ça dégrade un peu la qualité. Donc le plus souvent, 3 bassins, ça fonctionne parfaitement bien sous toutes les latitudes.
Donc là, c'est causé en illustration, hein, ici sur la photo, vue d'avion, on voit très bien, c'est un bassin qui vient d'être refait, hein, ici, on voit très bien la géomembrane, et on voit très bien que le premier bassin sur la droite fait le double des autres. C'est cette répartition 50, 25, 25. L'EPNAC en 2015 a proposé 55, 22,5, 22,5. Bon, voilà, c'est une évolution, ça fonctionne. Voilà, pour un climat tempéré, c'est un peu couper les cheveux en quatre, on gagne quasiment rien, mais c'est vrai que c'est aussi envisageable de mettre un petit peu plus sur le premier bassin. En termes de surface, à proprement parler, en moyenne 12 mètres carrés par équivalent habitant, sans les allées techniques, bien entendu, hein. Donc quand je dis 12 mètres carrés par équivalent habitant, ça veut bien dire 6 mètres carrés pour le premier bassin, évidemment. Et puis évidemment, derrière, 3 et 3 pour le bassin 2 et 3. Ça ne tient pas compte des allées techniques, hein. Il faut rajouter à ça les allées techniques tout le tour, hein, et entre les bassins pour accéder à des engins. Donc ça, c'est vraiment en surface de bassin proprement parlé. Donc plutôt 11 mètres carrés si vous êtes dans le nord de l'Europe, et plutôt 13 mètres carrés en climat favorable, hein, voilà, au sud de l'Europe par exemple. La profondeur, c'est facile, 1 mètre partout. Pas moins de 80 cm. Moins de 80 cm, le risque c'est que la lumière atteigne le fond et que vous soyez envahi de nénuphars. Alors, les nénuphars, certes très jolis, ça participerait au paysagement, mais j'en veux pas, puisque il crée un ombrage en surface, donc qui évidemment est préjudiciable, et ils ne vont pas créer d'oxygène dans le milieu, puisque l'oxygène d'un nénuphar est émis dans l'atmosphère. Donc pas intéressant. Si vous mettez une profondeur plus grande, plus qu'un mètre 20, 1 mètre 40, etc., ben, vous allez retrouver avec une diffusion d'O2 qui est trop faible. Donc la profondeur va être strictement anaérobie. Donc on va transformer ça en lagunage mixte. Encore une fois, c'est pas attendu, c'est pas recherché. En termes de temps de séjour, eh bien globalement, on est sur 60 jours, hein, pour la métropole. On peut réduire, encore une fois, si vous avez des climats tropicaux, hein, des climats où il fait 20 degrés toute l'année ou plus, on peut tomber à 40 jours sans problème. Donc globalement 60 jours, donc bien entendu, ça veut dire encore une fois 30 jours dans le premier bassin, hein, puis 15 jours et 15 jours. Et charge organique, j'ai dit qu'il fallait bien la limiter à 6 grammes de DBO5 par mètre carré de premier bassin et par jour, ce qui revient à dire 60 kg de DBO5 par hectare, puisqu'un hectare c'est 10 000 mètres carrés. On va pouvoir maintenant regarder plus en détail la conception. Il est temps d'aborder les dysfonctionnements habituellement constatés sur les lagunages naturels, donc qui traitent des eaux usées urbaines. Alors le premier dysfonctionnement, dire qui est relativement commun, c'est ce qu'on appelle le virage anaérobie. Le virage anaérobie, alors pour tous les dysfonctionnements, vous allez voir des fiches où je vous décris les symptômes, donc qu'est-ce que l'on constate, l'origine du problème et qu'est-ce qu'on peut faire curativement sur ces anomalies. Alors, le virage anaérobie, c'est très facile à identifier. Le lagunage devient rose. Il devient rose, rouge, lit de vin, on dit souvent. Il sent assez fortement l'H2S, hein, l'hydrogène sulfuré, les odeurs très désagréables, les odeurs septiques. Et puis les performances chutent assez rapidement dans la foulée. Au départ, non, parce que l'eau qui sort, c'est une eau qui est rentrée donc il y a 2 mois. Par contre, si on regarde le bilan en sortie du premier bassin, là, on a beaucoup d'ammonium. La nitrification s'arrête assez vite. C'est un bassin qui est sous-oxygéné. Donc là, attention, c'est un phénomène qui est plus commun à l'automne et en hiver, assez classiquement, qui se trouve même dans les plans d'eau naturels parfois, dans le contexte forestier. C'est lorsque la température baisse, les bactéries ralentissent, il suffit qu'il y ait un petit peu trop de matière organique qui rentre, et ça y est, tout l'oxygène disparaît rapidement. Donc l'origine, c'est facile à retenir, c'est la surcharge organique. Vous savez, vous avez retenu dans la première partie de cette formation, il ne faudra pas dépasser 6 grammes, 7 grammes, 8 grammes de DBO5 par mètre carré et par jour sur le premier bassin. Dès qu'on dépasse, voilà le risque qu'il y a. Le risque, c'est vraiment d'avoir une surcharge organique, c'est-à-dire que la photosynthèse n'arrive plus à compenser cet apport de matière organique que vous faites, et l'échange avec l'atmosphère, lui, n'arrive pas à tout couvrir. Donc ça, c'est la maladie des lagunages en surcharge, qui à peu près, je vous l'ai écrit en bas, d'après les PNAC, c'est 13% des lagunages de France qui sont en surcharge organique. Bon, ça peut être aussi un mauvais entretien, bien sûr, hein, si vous n'avez pas fait de curage de boue depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça revient à dire qu'on a un volume de boue qui est trop important, donc le volume d'eau qui reste est trop petit. Et donc là, pour le coup, la DBO5 n'est pas consommée dans le premier bassin, mais elle commence à migrer dans le deuxième et le troisième. Donc là, évidemment, eux ne sont pas prévus pour ça, ils n'ont pas les dimensionnements suffisants, donc eux vont se mettre aussi à rosir ou violacer comme ceci. Une forme trop allongée, hein, je rappelle le ratio longueur-largeur, des formes très allongées ou en forme de croissant,
sont favorables à des surcharges très en amont. Donc on peut avoir parfois des zones roses ou des grandes parties roses du bassin, mais pas tout le bassin. Évidemment, aussi, l'énorme problème des réseaux stagnants, des réseaux d'assainissement, c'est la septicité. Ramener une eau avec des redox, un redox très négatif, en dessous de moins 50 millivolts en électrodes normales d'hydrogène, par exemple, c'est typique des eaux stagnantes dans des réseaux, dans des milieux ruraux, par exemple, ou des eaux qui ont stagné très longtemps. Donc ça, il faut marner les postes plus souvent, lutter contre l'H2S, hein, c'est une autre formation que je vous propose aussi en e-learning, mais il faut absolument prévenir la septicité de l'eau brute. Alors, la mécanique, c'est quoi? Eh bien, quand vous avez une surcharge organique, la photosynthèse n'est plus possible, les microalgues disparaissent en fait. Donc, elles disparaissent, mais au profit d'autres organismes, qui sont des bactéries sulfureuses. Ces bactéries sulfureuses, elles vont faire une sorte de photosynthèse, elles vont utiliser l'énergie des photons, mais à partir de l'H2S. C'est-à-dire qu'en gros, elles ne photolysent pas de la molécule d'eau, mais de l'H2S. Donc en fait, Rhodobacter spheroides que vous avez ici en illustration, eh bien lui, il a pas une chlorophylle, mais un pigment photosynthétique qui est rose. Donc ces cellules deviennent très abondantes et donnent une couleur à l'eau. On est bien d'accord que cette bactérie-là, parce que c'est une bactérie, elle est bénéfique, puisqu'elle vous élimine l'H2S en fait. Elle élimine l'H2S, elle le retransforme en soufre minéral, et donc elle nous règle le problème, à condition que la septicité était temporaire. Donc la lagunage devient rose transitoirement. Normalement, c'est ce que je vous ai mis ici, dans un premier temps, ne rien faire. Laissez faire, ça ne doit pas durer plus de quelques jours, 15 jours maximum. Au-delà, il y a une anomalie. C'est vraiment que la surcharge organique est permanente. Donc là, vos bilans de DBO5 devraient quand même montrer qu'il y a une surcharge dans votre bassin. Donc normalement, le problème se règle tout seul. Dès qu'elles ont enlevé l'H2S, le milieu n'est plus toxique, les microalgues peuvent revenir. Donc l'oxygène revient et c'est réglé. Donc là, après, vous avez le temps d'enquêter sur le réseau, voir ce qui s'est passé. Si le phénomène dure, là, je vais dire plus de 10-15 jours, vous avez une possibilité, enfin, c'est pas super évident à faire, c'est de recirculer l'eau du troisième bassin, donc normalement qui n'a pas encore été affecté, donc qui contient plein de microalgues, qui elle est saturée en O2, et donc repomper l'eau qui sort du bassin numéro 3 et la ramener en tête du bassin numéro 1. Donc là, c'est du linéaire de tuyaux, c'est un groupe de motopompes, parce qu'il n'y a pas forcément le réseau électrique là sur le lagunage. Donc pendant plusieurs jours, ben, en fait, on va diluer l'eau entrante et vous allez voir que le phénomène s'estompe assez rapidement. Il y a aussi la possibilité de mettre des micro-aérateurs, hein, des hydroéjecteurs, je vous en montrerai plus loin, mais de mettre des aérateurs flottants autonomes, par exemple, hein, sur panneaux solaires. Pourquoi pas? Mais attention, ces systèmes-là ne peuvent être que temporaires, hein, provisoires, parce qu'ils vont redistribuer les boues. Ils vont repousser les boues d'un endroit à un autre, ce qui ne vous arrange pas, parce qu'il ne faut surtout pas que les boues passent dans le deuxième bassin. Donc bien veiller à traiter les sulfures en amont, hein, il y a des produits pour le faire, marner les postes le plus souvent possible. Ça, c'est le meilleur moyen de se débarrasser du virage anaérobie.